la Fondation Abbé Pierre a été reconnue d'utilité publique en 1992. On a donc fêté ses 20 ans il y a un peu plus d'1 an. La fondation, à l'origine, a été créée par l'abbé Pierre et quelques autres pour poursuivre son combat au-delà de lui. Il était très lucide par rapport à sa mort et ne pouvait pas accepter que son combat s'arrête au moment où il partirait. Donc il a construit la fondation avec cet objectif, et elle a été organisée avec cet objectif de poursuivre son combat contre le mal logement et pour les plus défavorisés. Alors, nous sommes présents sur Facebook, sur Twitter et sur Pinterest. À l'origine, on a choisi de s'investir plutôt sur Facebook pour une raison simple. D'abord parce que, comme tout le monde, il y a un public extrêmement important sur un même lieu au même moment. Mais surtout, c'est un média qui génère ou qui a la possibilité de générer du débat. Il se trouve que nous, de là où on vient, il est extrêmement important de pouvoir disposer de cette qualité de générer du débat, d'ouvrir des espaces de débat, de créer des choses collectivement. L'abbé Pierre, à l'origine, il faut se souvenir qu'il a créé les premières structures, Emmaüs notamment, grâce à l'appui de quelques bagnards, le premier étant Georges qui est resté dans l'histoire, mais d'autres l'ont rejoint après parce que c'était les seules personnes sur lesquelles il pouvait réellement compter à cette époque. Et donc c'était des durs, et donc il est resté, c'était des combattants de la rue, c'était des sales types, mais qui ont trouvé quelque part les ressources en eux-mêmes avec l'abbé Pierre pour construire quelque chose de nouveau. Donc cet esprit combattant, cet esprit militant est resté très fortement ancré dans l'ADN de la Fondation, et aujourd'hui encore tout se construit par le débat, tout s'alimente du débat, et on est extrêmement fertile à ce niveau-là. Il se trouve que quand ce réseau social est apparu, quand on en a pris connaissance, il nous semblait tout à fait évident de nous y installer parce qu'il nous correspondait exactement. Et il se trouve que année après année, on s'est bien rendu compte qu'on était à notre place sur ce réseau social-là. Alors lorsqu'on a pu stabiliser notre page Facebook, on a tout de suite ressenti le besoin d'aller sur un autre réseau social qui était Twitter, simplement parce que le travail avec la presse est quelque chose d'extrêmement important chez nous, d'extrêmement structuré, et qu'il était logique qu'on retrouve ces journalistes qu'on a l'habitude de voir, avec lesquels on a l'habitude de travailler, sur un réseau qui leur permette de bénéficier d'un flux d'informations qu'on était susceptible d'alimenter au jour le jour. Il se trouve effectivement que Twitter a parfaitement répondu à l'attente qu'on en avait, et qu'aujourd'hui c'est sans doute notre média social qui est le plus efficace. C'est-à-dire que les résultats tangibles sont immédiats, ils sont mesurables. Ça c'est pour Twitter. Pinterest, ça a été un choix que d'autres ne font pas, effectivement. Un choix qui est dû aussi à notre communication, là pour le coup en matière de campagne, en matière print, d'avoir développé depuis nombreuses années déjà une identité visuelle forte avec des visuels très impactants. Donc on disposait d'un fond d'image qui parlait de lui-même et qu'on avait besoin aussi de valoriser. Il se trouve que Pinterest était un petit peu là pour ça, et on a rejoint tout naturellement ce réseau social-là. Les réseaux sociaux n'ont pas vraiment une place à part dans la communication, ils ont une place complètement intégrée. Aujourd'hui on parle de 360 et on consomme, on produit du 360, on est effectivement toujours multicanaux. Les réseaux sociaux pèsent un poids certain dans le sens où on a besoin de recruter un community manager et qu'on a quelqu'un qui s'occupe de ça en permanence. Pour autant, ils sont inscrits systématiquement dans la démarche globale, dans notre communication globale, et ils ne fonctionnent que rarement
et c'est un peu paradoxal parce que je vais certainement vous parler d'un exemple qui raconte exactement le contraire, mais globalement, il s'inscrit dans des démarches où tous nos outils sont mobilisés sur telle ou telle opération, telle ou telle campagne, telle ou telle prise de parole. Pour autant, effectivement, on peut avoir des moments exceptionnels et où les réseaux sociaux sortent du périmètre restreint du réseau pour embrasser un périmètre plus large du média social. Et l'exemple, qui est une anecdote que je pourrais citer là, on a utilisé Facebook, c'était il y a un peu plus d'1 an de ça, pour lâcher une info dont on disposait. Certains collègues dans un lieu d'accueil nous a fait passer une info et ils étaient en train de s'occuper juridiquement d'une personne qui logeait depuis 15 ans dans un appartement qui fait 1,56 mètres carrés. Si on tient compte de la loi Carrez avec la sous-pente, etc. C'est-à-dire qui vivait dans un placard depuis 15 ans et qui payait 330 € par mois pour occuper ce placard. Quand j'ai vu passer cette info, je me suis dit on ne peut pas lâcher un truc comme ça partout, ça ne va pas nécessairement intéresser, c'est ce que j'ai pensé immédiatement, mais j'ai eu tort. Pour autant, connaissant mon public militant de Facebook, j'ai pressenti qu'on pouvait l'utiliser. Donc on a lâché l'info sur Facebook et il se trouve qu'un journaliste, qui n'était pas sur Twitter cette fois-ci, un journaliste d'RTL, a capté cette information-là, a fait un sujet et ensuite c'est parti comme une traînée de poudre et l'ensemble des médias classiques ont repris cette information. Donc on a pour une fois... alors qu'en règle générale on constate le contraire, on a pour une fois généré un phénomène médiatique à partir de Facebook. Jusqu'il y a peu de temps de ça, on avait tendance à observer que les réseaux sociaux tournaient un petit peu autour d'eux-mêmes, que très peu de choses finalement s'y passaient et qu'on restait dans ce qu'on leur reproche souvent d'être une virtualité sur la toile. Il se trouve qu'on vient de se rendre compte d'un phénomène un peu contraire, puisqu'on a fait un test de recrutement de bénévoles sur Facebook et Twitter parallèlement, et on s'attendait très honnêtement à n'avoir quasiment aucun retour, ou trop peu de retours, et en tout cas des retours qui ne correspondaient pas à notre attente. On a été extrêmement surpris par la vague très importante du nombre de candidatures que les réseaux sociaux ont réussi à soulever, et de l'adéquation entre notre demande et ces candidatures-là. C'était une vraie surprise, et je pense qu'il est en train de se passer quelque chose sur ces réseaux sociaux. Peut-être qu'on atteint une phase de maturité qui fait que enfin on va pouvoir les utiliser comme des multiplicateurs, comme des outils, non pas seulement de communication, mais des outils de mobilisation. Et franchement, je pourrais donner des tas d'exemples qui montraient que jusqu'alors c'était pas le cas. Si je devais formuler un conseil à une association qui souhaite investir les réseaux sociaux, c'est d'être extrêmement attentive à la qualité, entre guillemets, de son public. C'est-à-dire que le chiffre n'a pas de sens sur les réseaux sociaux. Il n'a de sens que dans le rendu compte hiérarchique des investissements que vous allez être amené à faire sur ces réseaux-là, même si les investissements sont relativement limités, et c'est une des qualités de ces réseaux. La qualité du public sera la qualité de vie de votre réseau social. C'est-à-dire que si vous arrivez, par le travail que vous allez faire au quotidien, d'alimentation, de vie, d'entretien d'un public, de développement d'un public, si vous allez être attentif à ce qu'il y ait une cohérence dans tout ça, à ce que ce public vous ressemble, à ce que l'ADN de l'organisation soit préservé, vous allez qualifier un public, vous allez créer un ensemble cohérent, et cet ensemble-là répondra à vos attentes, c'est-à-dire qu'il va pouvoir participer à l'enrichissement de cet ADN, et il ne va pas montrer qu'à un moment donné vous avez investi un média et que ce média devient une coquille vide. On a trop, nous, autour de nous, d'organisations amies qui se sont plantées sur les réseaux sociaux, qui ont
parce qu'il y avait une nécessité aussi interne, ou parce que c'était quelque chose de valorisant, développer du chiffre, que ce soit en payant ou que ce soit en étant suractif et en donnant à voir. Et on se retrouve avec un public très nombreux, mais absolument pas présent, absolument pas actif, et donc absolument pas affinitaire au bout du compte, ce qui fait que le réseau social ne sert pas à grand chose, sinon qu'il montre une coquille qui est à moitié pleine. Je pense pas qu'en termes d'image ce soit quelque chose d'extrêmement positif. En tout cas, ça pose question et ça peut interroger sur ce que l'association est réellement et sur la substantifique moelle de sa communication. Et moi, j'inviterais chacun à faire moins, mais à faire mieux, et à pas chercher forcément à étendre le périmètre du nombre de personnes présentes, mais surtout à faire en sorte que ces personnes présentes se sentent chez elles et aient envie à un moment donné de s'exprimer, de partager, de liker, bref, de vivre la page et de faire vivre la page, parce que c'est d'abord les internautes qui feront vivre vos réseaux sociaux et davantage que vous-même. Merci. Je vous en prie.